Paris. Lilibet de Valois s'était courageusement lancée dans la descente des escaliers monumentaux conçus par Auguste Perret. Rendue presque à la sortie, elle a raté une marche et elle est tombée. On a cru une blessure à la jambe et elle fut transportée par les services d'urgence à l'hôpital où notre vice-présidente Christine Bru a passé avec elle une de ses nuits dans les couloirs des urgences qui laissent à ceux qui les ont vécus de fort mauvais souvenirs. Le lendemain matin, elle a vivement organisé son rapatriement chez elle à Mouveau, près de Lille. Mesdames et messieurs, je considère comme pas très correct de faire du bruit pendant qu'on rend un hommage à une personne décédée. Donc ceux qui ne veulent pas l'entendre sont priés de quitter la salle. Donc elle a été réhospitalisée à Roubaix. Les médecins ont diagnostiqué tout autre chose qu'une blessure à la jambe. Et elle a commencé une vie d'alternance entre sa maison et l'hôpital. Sans doute l'appétence pour la cigarette que nous lui connaissions bien n'a pas dû lui être particulièrement propice. Son aventure sur cette terre s'est terminée il y a peu de jours. Lilibet était née en 1937. C'était une fille du Nord, de ces grandes familles industrielles. Et c'est dans le Nord qu'elle avait épousé Jean-Claude de Vavrin, avec lequel elle a vécu une longue période fusionnelle. Au dire de son fils, dans son discours précédant la messe de funérailles, son père a supporté et soutenu avec patience et abnégation sa vie militante au service du patrimoine. Engagée aux vieilles maisons françaises dont elle devint la secrétaire générale succédant à Béatrice Grandia, sous la présidence de Georges de Grandmaison puis de Philippe Toussaint, elle a œuvré pour le développement d'un réseau de délégués départementaux et régionaux qui furent considérés comme remarquables. Aujourd'hui encore, certains de ces anciens délégués en ont une incommensurable nostalgie. Lilibet a siégé à la Commission nationale des monuments historiques pendant plusieurs années. Tout cela lui a donné une connaissance des lieux domaniaux chargés d'histoire et surtout des personnes qui en étaient propriétaires ou les animaient, très personnels et très riches. Elle avait ajouté une dimension internationale à son action en collaborant aux fondations américaines créées par la marquise de Amodio, première présidente des VNF puis devenue indépendante. Toujours au dire de son fils, notre ami a vécu 3 drames dans la dernière partie de sa vie. La mort de son mari Jean-Claude de Vavrin, le départ de son poste de secrétaire général des VNF et son déménagement d'une belle maison patrimoniale vers sa dernière petite maison de Mouveau. Lilibet était déjà depuis quelque temps administrateur de la FNACEM. Nous souhaitions alors, avec les Roussillon, rassembler les grandes organisations du patrimoine autour de notre table, et c'est ainsi qu'elle a vécu avec nous les épisodes de la fusion entre la FNACEM, rebaptisée Patrimoine Environnement, et la Ligue urbaine et rurale. Lorsque je lui ai proposé d'entrer au bureau de notre association, elle a accepté aussitôt. Nous avons ainsi bénéficié de son savoir-faire, de sa passion du patrimoine et de son esprit d'équipe. Elle avait tout d'abord pris en main la fonction du protocole, de l'organisation des déjeuners, de tout ce qui tourne autour de l'accueil des invités dans toutes nos manifestations, ateliers, journées juridiques du patrimoine, conseils d'administration, etc. Sa classe, sa courtoisie, sa préférence pour les choses bien faites ont fait une merveille. Elle s'est aussi investie dans le développement de notre revue annuelle, faisant entrer dans le comité scientifique de nouveaux membres particulièrement qualifiés et faisant avec Laurence Devoine une équipe de relecture et de correction de grande qualité. Passionnée par le voyage, elle a sous la houlette d'Éric Buteau organisé dans son Nord chéri un circuit mémorable. Entre autres, nous avons par ailleurs pour chaque manifestation en
Besançon, qui n'est pas très loin d'ici. Je n'oublie pas non plus que c'est elle qui a proposé à Baudouin Capel, jeune retraité, membre des VMF en Bretagne, de bien nous rejoindre au bureau comme secrétaire général. Son mandat se terminait aujourd'hui, à l'occasion de cette Assemblée générale, et lors de notre dernière conversation, 3 semaines avant sa mort, lorsque je lui avais demandé ses intentions quant à son renouvellement, elle m'avait répondu « Vous m'accorderez bien un sursis ». Je lui ai dit que je ne doutais pas que notre Assemblée générale le lui accorderait avec reconnaissance. Malheureusement, les desseins de Dieu sont impénétrables et Lilibet, comme la chèvre de M. Seguin, s'est battue jusqu'au bout et elle nous a dit au revoir. Je vous propose que nous nous levions. Et alors, Emmanuel de Caron, qui était avec moi à ses obsèques, a remarqué que ses enfants avaient choisi après la messe, vous savez comme ça se fait, un texte que nous avions trouvé assez beau et qui est signé d'Olivier de Kersozo. Alors pendant que nous rejoignons par la pensée, je vous propose la courte lecture de ce texte. Le jour où je vais disparaître, j'aurai été poli avec la vie, car je l'aurais bien aimé et beaucoup respecté. Je n'ai jamais considéré comme chose négligeable l'odeur des liens, le bruit du vent dans les feuilles, le bruit du ressac sur le sable lorsque la mer est calme et le clapotis. Tous ces moments que nous donne la nature, je les ai aimés, chéris et jolis. Je suis poli, voilà. Ils font partie de mes promenades et de mes étonnements heureux, sans cesse renouvelés. Je vous remercie. Je voudrais, parmi les mauvaises nouvelles, presque mauvaises j'espère, vous dire que notre président d'honneur, Kléber Rossillon, est actuellement à Johannesburg au chevet de son fils qui a eu un très grave accident de la circulation en Afrique du Sud et qui est en réanimation à l'hôpital de Johannesburg. Je l'ai eu au téléphone, ils ont eu très très peur et ils pensent que peut-être, mais c'est encore gagné, il va pouvoir sauver sa vie, mais il est toujours dans le coma. Voilà. Ce sont les aléas difficiles de l'existence. Je commence donc par le rapport moral. Lorsqu'on commence la rédaction d'un rapport moral, pour éviter le syndrome de la page blanche, il est recommandé de relire le rapport de l'année précédente. Cette relecture à laquelle je suis livré cette semaine ne rend pas pour autant aisé l'exercice de cette année qui n'a pas été, vous le savez, un simple écoulement tranquille de la Loire depuis le mont Gerbier de Jonc jusqu'à la mer. En effet, nous sommes encore au cœur d'un tourbillon, d'un typhon dont certes l'intensité a un peu baissé sur les échelles chargées à mesurer, mais pas au point de pouvoir en tirer des conclusions sérieuses. Je serai alors tenté pour expliquer la situation d'une association importante, connue d'utilité publique, qualifiée de corps intermédiaire dans le grand débat, c'est le terme que portait l'invitation que j'ai reçue à aller à des manifestations représentant des corps intermédiaires. C'est une nouvelle appellation. Je serais tenté de reprendre la fameuse citation du prince de Lampedusa dans le Guépard, mais une fois n'est pas coutume de la citer entièrement. Crois-moi, mon petit oncle, disait Tancredi au prince de Salina, si nous ne nous en mêlons pas, ils vont nous fabriquer une république. Si nous voulons que tout reste tel que c'est, il faut que tout change.
Loin de moi, bien sûr, l'idée de positionner patrimoine environnement entre la République populaire des ronds-points et la monarchie républicaine qui règne à l'Élysée depuis le général de Gaulle. Mais ce qui est intéressant, et ce qui a été déterminant dans l'attitude de votre bureau, c'est que face aux manifestations populaires, aux interminables débats avec les maires, les intellectuels, les jeunes, face aux synthèses et aux restitutions, il nous est apparu que notre devoir était de nous en mêler. Il n'est d'ailleurs pas impossible que la lamentable vision des Black Blocs saccageant l'Arc de Triomphe et mutilant les souvenirs du petit musée qui s'y trouve n'ait pas été l'un des facteurs déclenchants de notre réaction. Nous nous en sommes donc mêlés, sous diverses formes et avec diverses casquettes. Nous avons fédéré 10 associations du patrimoine pour rédiger ensemble une contribution que nous avons publiée sur le site du Grand Débat et envoyée simultanément à la présidence de la République, à Matignon, au ministre de la Culture, au secrétaire d'État chargé de l'organisation et au directeur général des patrimoines. Nous avons participé alors, je dis tout de suite que cette contribution, elle est dans votre dossier. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vue, elle est intégralement dans votre dossier, elle a été publiée sur le site du Grand Débat. Nous avons aussi participé aux journées de synthèse ouvertes aux corps intermédiaires sur les 4 thèmes définis par le président de la République, et ceci au titre de la COFAC dont nous sommes membres. Plusieurs d'entre nous ont aussi participé à Paris et en province aux débats générés par les diverses initiatives, en particulier par la Fondation du patrimoine. Pour l'instant, si je m'en réfère au compte-rendu de Marie-Claire Martel, présidente de la COFAC, qui était présente lundi au Grand Palais pour écouter le Premier ministre, il ressort, pour ce qui nous concerne, 2 idées claires, au moins claires dans leur principe. La première est une idée négative. Le mot culture n'a pas été prononcé une seule fois par le Premier ministre ou par des intervenants chargés de la synthèse numérique qui l'ont précédé à la tribune du Grand Palais. Pas d'une seule fois. La seconde, c'est que les associations, les membres du monde associatif, ceux que donc on qualifie désormais de corps intermédiaires, sont adoubés comme les interlocuteurs du renouveau démocratique et de l'aspect participatif de celui-ci. Peut-être ne soyons pas dus parce que, faute d'interlocuteurs gilets jaunes restés sur les ronds-points et refusant de l'être interlocuteurs, sauf à se répandre pour le rituel hebdomadaire sur les Champs-Élysées, le pouvoir a préféré écouter les citoyens au nombre d'1,5 million à 2 millions qui ont contribué ou participé au grand débat. Peut-être aussi parce qu'aucun corps intermédiaire, à ma connaissance, n'a remis en cause la démocratie représentative, ni soutenu le fameux RIC, vous savez, le RIC, le référendum d'initiative collective, considéré comme révolutionnaire. Pour le reste, la restitution des doléances sur la fiscalité, trop lourde pour les uns, pas assez pour les autres, sera un sujet à regarder de près, en particulier quant à ses incidents sur le financement de nos actions. Qui dit mécénat dit niche fiscale. Pour d'autre part, le travail commencé avec le président de la Commission des finances du Sénat sur la loi Malraux sera significatif de ce que nous pourrons obtenir dans l'avenir. J'ai remarqué d'ailleurs dans le dernier article que j'ai lu hier dans le train, dans le Canard enchaîné, qui a renseigné, que dans les couloirs de Bercy, on parle de l'examen de beaucoup de niches fiscales, mais on ne parle pas ni de la loi Malraux, ni monument historique, en tout cas d'après le célèbre collectif. Alors, enfin, la nouvelle vague de décentralisation que tout le monde attend dans les années du pouvoir et dans les
chambres parlementaires, tout le monde s'attend à voir submerger nos plages de cette vague. Cette vague de décentralisation, à mes yeux, elle est inquiétante. Car le gouvernement continue d'ores et déjà à déconcentrer des décisions importantes, comme par exemple la gestion des sites classés, qui va probablement mettre nos protestations passer sous la férule des préfets. Y aura-t-il encore un État régalien en face des idées iconoclastes? L'absence totale de réaction du ministre de la Culture dans l'affaire de Benac, c'est le juge qui a tranché, ils n'ont pas le ministre. On eût pu économiser 15 millions au département en refusant l'autorisation unique, la suppression des enquêtes publiques avant l'implantation des éoliennes. On sont aussi des signes coureurs de mauvais augure. Il y a un autre exemple que je pourrais donner aussi, du fait que c'est le juge qui gouverne. Et ce qui s'est passé dans ce qu'on appelle le triangle de Gare-les-Gonesse, où un projet qui n'aurait jamais dû voir le jour, mais 5 minutes, cette espèce d'énorme affaire qui en prend 300 hectares de terres agricoles, tout ça n'aurait jamais dû voir le jour. Et pourtant, ça a vu le jour, et c'est le juge qui a tranché pour dire qu'il ne fallait pas le faire. Une fois de plus. Alors évidemment, dans toutes ces circonstances, je n'ai tracé que des lignes qui me paraissaient intéressantes dans ce que j'ai entendu. Il nous reste bien sûr à attendre que Jupiter descende de l'Olympe pour nous délivrer le verbe. Y aura-t-il de divines surprises ou alors l'ouverture de béances où nous serons précipités? Il faut attendre un peu pour le savoir. Mais nous ne pouvons rester l'arme au pied, et pour que l'essentiel de ce que nous soutenons et pensons demeure, il faut que tout change. Alors, à nous de participer au changement, et ce que nous pouvons dire dès maintenant à ce sujet sur la modification du paysage tourne autour de deux idées. Une grande, comme nous l'avons dit dans notre contribution, la première chose à faire pour pallier à la disparition du mot culture et surtout à la disparition d'une véritable politique culturelle, c'est de plaider pour une revalorisation du ministère de la Culture. Comme je suis amené à le dire souvent ici, et nous l'avons écrit d'ailleurs dans la contribution, nous revendiquons qu'il y ait de nouveau un ministère d'État à la Culture, qui ait des moyens, et qu'on se souvienne un peu, selon les opinions de chacun, d'André Malraux ou de Jacques Lang. Je rappelle toujours avec plaisir cette phrase du général de Gaulle dans les Mémoires d'Espoir, disant « À ma droite siège André Malraux, il me garde du commun ». Pourrait-on en dire autant de Franck Riester? Par voie de conséquence, pour ce qui concerne notre précaré, il faut aussi que la vieille discrimination dont sont victimes les associations de Valois cesse et que nous soyons reconnus en particulier lorsqu'il est question de budget avant et après le vote du Parlement. Je dois dire que c'est une question qu'il est très difficile de faire entrer dans la tête de la structure du ministère de la Culture. J'en ai eu encore une preuve hier à l'Assemblée générale de la COFAC, où, alors que nous avions demandé que figure dans la convention d'engagement réciproque signée entre la COFAC pour nous tous et le ministère, on parle de la gestion de la LOLF et de la nécessité pour nous de pouvoir discuter de l'exécution de la LOLF. Vous savez, 50 millions par an ne sont pas dépensés et retournent on ne sait où, au lieu d'aller sur des bâtiments qui en avaient besoin et pour lesquels ils avaient déjà été déterminés. Bien, cette question a été évoquée
notamment lorsque nous sommes allés avec Stéphane Bern à ce grand show au ministère de la Culture. Le ministre, manifestement, s'est fâché. Il a dit à Jean Lamberty, qui l'interpellait, que son ministère était parfaitement transparent quant à ses finances. On lui a répondu que oui, il était transparent. On savait très bien qu'il y avait 50 millions. C'était tout à fait clair. Le problème, c'est de savoir ce qu'on allait en faire. Et donc, manifestement, pour l'instant, il ne faut pas toucher à ces choses-là. Donc, les corps intermédiaires, c'est un peu comme les deux corps du roi. Il y en a un qui sert à quelque chose et l'autre qui sert quand on en a besoin. Alors, l'idée plus conjoncturelle, je dis qu'il y avait deux idées, c'est qu'il nous faut tirer justement les conséquences de la mission Bern. Tout d'abord, chapeau à Stéphane Bern. La deuxième année du loto du patrimoine est bien partie. L'intéressé continue à rechercher partout des financements complémentaires, comme à la Monnaie de Paris, au service de la philatélie à la Poste. Il s'empare également de l'idée selon laquelle pour qu'un immeuble protégé ou protégeable continue à l'être, il faut lui donner une destination économique. D'où la création d'un groupe de contact avec la Caisse des dépôts pour envisager de créer des paradors à la française. Ne boudons pas notre plaisir, mais préparons l'avenir. Si les services centraux du ministère voient leurs effectifs diminuer, et si Stéphane Bern quitte le navire, ça risque d'arriver un jour, il faudra que les associations aient une place dans tout ça. Il n'est pas normal que le conseil d'orientation de la Fondation du patrimoine n'ait pas été réuni depuis le changement de président. Et j'ai constaté hier, que j'ai reçu hier, une proposition de loi sénatoriale pilotée par la Fondation du patrimoine est en train de donner à la Fondation, par le fait de la loi, ce qu'elle avait déjà compris grâce à la mission Bern, avec un certain nombre d'autres choses avec lesquelles nous ne serons pas forcément d'accord. En tout cas, nous ne voulons pas du tout critiquer cette démarche qui est très bénéfique et qui est typiquement société civile, mais nous voulons y trouver notre place. C'est ici que nous rejoignons un rapport moral plus classique portant sur notre vie associative en 2018. Le rapport d'activité sera évidemment plus exhaustif, mais je souhaite insister ici sur ce qui a constitué des faits marquants. Le premier a impacté la structure même de la vie associative du monde du patrimoine. Les vieilles maisons françaises en difficulté structurelle et craignant la concurrence des projets de la Fondation du patrimoine, vous savez que la Fondation souhaite créer une sorte d'adhésion directe, moyennant possibilité pour les adhérents directs de la Fondation de visiter les monuments. Évidemment, c'est un peu marcher sur les pieds d'une organisation comme les Vieilles Maisons Françaises, cette fameuse visite. Elle a donc proposé aux associations de l'ancien G8 de constituer une confédération sous son égide pour mutualiser nos moyens et nous donner plus de force. Après 4 heures de délibération passionnée et très raisonnée, notre conseil d'administration, comme d'ailleurs toutes les autres associations, à l'exception de la FEF, a rejeté cette proposition qui, à nos yeux, était trop intégratrice et trop inspirée par une volonté d'hégémonie. Il n'en reste pas moins que les problèmes ont eu le mérite d'être posés. La seule association dont le financement est pérenne parce que basé sur l'économie de ses acteurs propriétaires et la demeure historique, toutes les autres sont fragiles. Et notre division issue de la crise du G8 nous laisse avec un déficit d'influence vis-à-vis des pouvoirs. Il faut bien le dire, face à un exécutif qui a décidé d'être faible,
Je l'ai dit tout à l'heure, et un Parlement traversé par des lobbies locaux puissants, c'est devant le juge que nous pouvons gagner, comme ce fut le cas hier à Pénac. Nous ne pouvions pas laisser ce chantier en jachère. Nous avons donc invité 10 associations considérées comme compatibles à réfléchir dans la foulée du grand débat à des mutualisations ou des multilatérales. Nous concernant, c'est avec Maison Paysanne de France, notre colocataire, que tout naturellement nous allons tester cette mutualisation, mais aussi avec des associations moins connues qui participent avec nous aux journées du patrimoine de pays et des moulins. C'est une affaire qui est en cours. Le second fait marquant s'est manifesté au cours du colloque de remise du prix des entrées de ville dans le salon des maréchaux de Valois. Nous avions invité, en présence des représentants du ministère de la Transition écologique et solidaire, Franck Jatran, délégué de l'Institut des territoires et auteur d'un ouvrage décapant, le jour où les zones commerciales auront dévoré nos villes. La justesse et le caractère scientifique de l'analyse nous a convaincus que les remèdes actuellement apportés par les communes de nos amis de sites et cités remarquables, les réalisations ponctuelles de notre autre ami Jean-Pierre Pernaut et des cosmétiques concédés par certains groupes de distribution comme Carrefour ne sont absolument pas à la hauteur du traumatisme que constitue pour notre aménagement du territoire le renforcement constant des surfaces commerciales qui mangent la terre à son sol et renvoient autour de leur commerce périurbain les populations qui devraient se trouver dans les centres anciens avec toutes les conséquences pour la mixité sociale que l'on connaît. D'après Franck Jatran, qui a étudié ça de très près, dans une société comme Carrefour, on se félicite de temps à autre du fait que nous, des supérettes Carrefour, un peu partout dans les villes, ça représente, d'après lui, 1% du chiffre d'affaires de Carrefour, 1%. C'est-à-dire, c'est pas la peine d'en parler. Et il nous semble que notre discours sur la ruralité, qui est l'ADN de la Ligue urbaine et rurale, n'aura aucun effet sérieux tant que le problème politico-économique ne sera pas réglé. Avec nous, avec l'aide des universitaires, il faut faire avancer rapidement des solutions à ce problème considérable. Et je pense qu'il faut le traiter par le haut, parce que le traiter par le bas, on ne peut pas dire que c'est rien, parce que ça suffit. Le troisième fait marquant, c'est que malgré la loi LCAP, qui en fixe clairement les bases, l'État continue à se désengager de son rôle de garant de la protection, essentiellement par absence d'intervention lorsque des cas difficiles se présentent, et en laissant conséquemment les collectivités locales faire ce que bon leur semble. Récemment, donc, je l'ai déjà dit, une esquisse de politique de déconcentration du régime juridique des sites classés est en train de se dessiner. Je remercie vivement Éric Dutot qui a réussi à constituer avec lui un petit groupe de pression au sein de la Commission nationale des sites pour essayer d'éviter ça. Je sais qu'il n'est pas très optimiste, il en dira peut-être un mot tout à l'heure, mais ceci est typique. Pourquoi diable empêcher un ministère central de s'emparer d'un certain nombre de cas difficiles? Je reviens encore à Pénac. On a envoyé 2 inspecteurs généraux de chacun des ministères qui sont venus sans rien dire. C'est quand même assez ahurissant et c'est une... Après ça, on pourra évidemment s'étonner gentiment et sous le baobab de ce que tel président
conseil départemental, le conseil de Bénac, fait du grand n'importe quoi, et alors il suffit qu'un ministre utilise les textes qu'il a entre les mains pour arrêter ça. Alors, je pense que nous ne répondrons à cette déliquescence que par le droit. Il existe et il faut le faire appliquer, c'est tout l'intérêt d'une mutualisation avec celles et ceux qui le souhaitent de nos services juridiques, et un renforcement de notre action dans les commissions où nous avons obtenu de siéger grâce à la loi LCAP. Et là encore, rappeler notre journée de formation, ce qui me revient ici ou là de ces commissions, c'est quand même qu'il s'y passe des choses et qu'on peut dire des choses et qu'en tout cas on peut de temps à autre aussi dénoncer. J'ai un des représentants qui n'est pas de chez nous mais qui est représentant dans une commission régionale m'a apporté l'autre jour pour me faire part de choses qui ne sont pas admissibles. Enfin, il y a manifestement une collusion entre l'élu président et les gens qui présentent un projet et où on s'arrange en famille. Alors, il n'y en a pas beaucoup parce que les élus font plutôt bien leur métier. Ce sont des cas qu'il faut dénoncer. Donc, ça n'est pas parce que j'ai été pendant 40 ans un vieil avocat que je le dis, c'est parce que je pense que l'un des leviers dont disposent les associations, c'est le droit. Il ne faut pas hésiter à faire des recours gracieux, à discuter et à plaider. Vous savez que nous sommes engagés, vous le verrez dans le rapport d'activité, sur un certain nombre de chantiers. Nous faisons notre possible, mais nous sommes finalement, ce sont les associations qui saisissent les tribunaux sans problème. Quatrièmement, notre politique de protection des églises est le signe de notre engagement pour la ruralité. De même que les actions menées dans le cadre des journées du patrimoine de pays et des moulins. Nous souhaitons, comme cela sera le cas au cours de la présente Assemblée générale, renforcer notre collaboration avec l'Association des maires ruraux de France. Vous avez vu dans le programme, ils seront présents cet après-midi. Je considère pour ma part que leur président, Yannick Berberian, qui s'est beaucoup montré ces derniers temps dans les médias, est un homme d'une grande valeur qui a réfléchi et qui est en train, croit-il, mais je ne sais pas s'il y arrivera, de convaincre peut-être le Premier ministre et peut-être bien aussi le Président de la République du fait que, pour ce qui est de notre précaré emploi, la loi NOTRe a été une grave erreur sur certains points, en particulier parce que l'identité, bien, la conscience de savoir d'où l'on vient à partir notamment d'un patrimoine et de paysages, ça se passe dans la commune et pas dans la communauté de communes, c'est pas pareil. Et les maires ruraux veulent se réemparer de ce sujet. Ils savent qu'ils n'y arriveront pas dans la configuration actuelle de la loi NOTRe. Ils ne veulent pas avoir tous les pouvoirs, il se trouve bien qu'il y ait des mutualisations de beaucoup de choses. Mais sur ce terrain-là, c'est l'exemple que nous donnons toujours, une église, le maire de sa commune, même s'il coupe du curé tous les matins, il ne la démolira pas. Par contre, le président de la communauté de commune, il y en a 14 ou 15. Si on en met 2 par terre, tu vois que c'est pas très grave. Donc, je parle de l'église parce que c'est ce qui est au cœur du village. Il y a beaucoup d'autres choses dont on pourrait parler sur les aménagements routiers, sur les centres d'eau, parce que toutes ces choses. Je pense qu'il y a eu là une erreur importante, et que cette erreur, il est encore temps de la rectifier, et c'est la raison pour laquelle, avec Steph à Nantes, nous allons, d'ici la fin de l'année, avoir
un atelier sur les intercommunalités, parce que ça me paraît, sous ce point-là, absolument essentiel. Alors, vous voyez, j'ai retenu ces 4 temps forts de ce que nous avons fait en les mettant en perspective avec ce qui est en train de se passer. Mais à l'heure de la conclusion de ce rapport, je pense qu'il faut faire comme le prince Salina et son neveu. Il faut que tout change et il faut nous en mêler. Merci mesdames et messieurs. Alors, question. Alors, Claude Mironneau. Oui, le ministère de la Culture s'occupe de culture, de communication, il s'occupe aussi d'architecture. Et le grand débat a été l'occasion pour les architectes de demander à être détachés du ministère de la Culture pour réintégrer le ministère qui s'appelait avant de l'équipement, qui s'appelle maintenant environnement, écologie. Est-ce que le patrimoine ne pourrait pas, à l'image de l'Italie, être rattaché au tourisme dans un autre ministère que le ministère de la Culture? Alors, je ne sais pas si ça doit être dans un autre ministère, mais nous rappelons à chaque fois que nous en avons l'occasion la nécessité pour nous de faire en sorte qu'il y ait un lien. On préférait que ce soit un seul ministère, mais qui ont un lien entre le ministère au secrétariat d'État au tourisme et le ministère au secrétariat d'État chargé de la culture. Parce que, d'abord, pour des raisons très pratiques, c'est que le tourisme, c'est ce qui rapporte avec le patrimoine, c'est ce qu'il faut. Donc, c'est pas mal de réunir les deux. Et ensuite, parce que il faut absolument mettre un maximum de culturel dans le tourisme. C'est ça qui, là, on retrouve, je le disais tout à l'heure, l'identité, la culture, la transmission. Voilà. Et alors, le problème, c'est que, un jour ou l'autre, on n'aura plus à transmettre que les ronds-points. Voilà, monsieur. D'abord, monsieur le Président, je tiens à vous remercier d'avoir mis une photo de notre belle cité de Semur-en-Auxois sur la première page du rapport d'activité. C'est une grande fierté pour nous. Alors, je tiens à vous en remercier. Mais je voudrais revenir sur un point sur lequel vous avez insisté, qui est l'aspect de l'intercommunalité et des maires. C'est très important parce que c'est fondamental. Et nous vivons, nous, très clairement sur le plan de la protection du patrimoine dans notre commune, dans notre région. Mais par contre, j'ai été un peu surpris de votre position sur la décentralisation. Vous avez l'air assez réticent à l'idée d'une décentralisation au niveau national. Je voudrais comprendre parce que le patrimoine, c'est quand même quelque chose de très décentralisé. Alors, expliquez-nous, est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu plus votre position sur ce sujet-là? Merci. Alors, la doctrine qui est la nôtre depuis déjà un certain temps, c'est que, évidemment, ce sont plus agréables, ce sera les collectivités décentralisées qui seront financeurs du patrimoine, qui auront des projets, etc. Et on n'a rien contre, a priori. Par contre, ce que nous avons souhaité dans la loi LCAP, et c'est pour ça qu'on a été un peu en conflit avec le ministère de la Culture, je trouvais ça très bien, c'est que nous pensons, avec une expérience qui date de 1913 quand même, qu'il faut un État régalien pour la protection. Parce que, il y a beaucoup de maires qui font très bien leur boulot, qui sont, je les accueillis ce matin, mais il y a aussi des maires qui sont peut-être pas iconoclastes, qui sont capables de faire n'importe quoi, et cela, il faut les arrêter. C'est la raison pour laquelle, dans la loi LCAP, il y a un certain nombre de mesures qui permettent à l'État d'avoir le dernier mot.
Le problème, aujourd'hui, c'est ça qui nous inquiète, c'est que l'État n'utilise absolument pas la boîte à outils que lui a donnée la loi. Il ne l'utilise pas du tout. Si vous allez voir le directeur du patrimoine avec 4 dossiers sous le bras, parce que chacun d'entre vous peut l'envoyer, le dossier, c'est pas qu'on est inventé, et que vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas là-bas, on correspond, on très aimablement, d'ailleurs, on reçoit, on écoute. On n'est quand même pas l'instance d'appel des DRAC. Voilà, c'est un peu ça. Et là encore, pour reprendre un certain nombre d'exemples dans les contentieux récents que nous avons, par exemple, moi je considère comme absolument incompréhensible le fait que le ministre ne s'occupe pas de la machine de Marly. La machine de Marly, c'est l'entrée de l'eau dans le parc de Versailles. C'est la Seine, c'est tout ce qu'on veut, c'est grandiose. Eh bien, on va mettre 240 logements sociaux autour de la machine, et le ministre ne fait rien, mais rien de rien. Donc, on est obligé de plaider contre le maire du coin, je ne sais plus qui disait d'ailleurs, qu'il y a plusieurs communes concernées, qui explique, il dit, bon, vous comprenez, l'État m'oblige à faire des logements sociaux, il faut bien que je les mette quelque part, donc je vais les mettre là. Et voilà, donc des cas comme ça, il y en a quand même beaucoup, mais ça ne veut absolument pas dire que nous avons un contentieux contre les collectivités locales, pas du tout. Nous travaillons autant que nous pouvons avec sites et sites remarquables, on est tout le temps, on est sans arrêt ensemble, un peu partout. Ce sera encore le cas de l'Assemblée générale à Figeac bientôt. Moi, je n'y serai pas parce que je suis ailleurs, mais dans une forte délégation de patrimoine et d'environnement. Nous essayons aussi d'avoir des contacts plus fréquents avec cette très sympathique association des petits cités de caractère. Très intéressant. Donc, on n'a absolument pas d'objection de principe, mais notre expérience, puisqu'on nous dit qu'on est corps intermédiaire, notre expérience, c'est que de temps en temps, à X%, on tombe dans des situations qui devraient être résolues soit par l'État, soit par le juge. Voilà, c'est un peu ça le sens de mon propos. Oui. Ensuite, très bien. Alors, monsieur le secrétaire général, voulez-vous monter à la tribune? Mesdames et messieurs, bonjour d'abord, et chers adhérents. Je dois signaler tout de suite l'honneur et la confiance qui m'ont été faits de m'avoir choisi comme nouveau secrétaire général de cette association, à la suite de Baudouin Capel, que je salue, dont je salue l'action d'ailleurs, et qui reste de toutes les façons délégué régional de la région Bretagne. Alors on m'a donné un challenge qui était de développer en 20 minutes, n'est-ce pas, tapante, si je puis dire, les nombreuses et riches activités de notre association dans divers domaines, qui sont très très nombreux, donc en 2018 plus qu'en 2017 et en 2019 certainement encore plus. Donc je vais essayer d'être assez court, si je puis dire, avec le timing. Et donc vous avez de toute façon dans vos dossiers le rapport d'activité sur lequel vous pouvez vous appuyer également. C'est pour ça que je passerai assez rapidement un certain nombre de sujets dont vous aurez effectivement le développement dans ce document. Alors, je vais essayer donc d'éviter d'être un petit peu catalogue, mais malgré tout. Et donc, je vais présenter un traitement ordonné de nos champs d'action, en fait, qui vous a été effectivement préparé de cette manière-là dans le document
et notamment sur 3 points, 3 catégories, 3 champs d'action en fait, qui sont premièrement conseiller, défendre et accompagner, c'est effectivement une mission, sensibiliser, éduquer et transmettre, c'est aussi très important dans notre domaine que de transmettre, y compris jusqu'au milieu scolaire par exemple, et d'informer, connecter, hein, nous sommes dans une société de connexion, n'est-ce pas, tout ça c'est plus d'ailleurs, et de mettre en réseau. Alors j'ai tenu, avant qu'on développe le résumé, effectivement, merci, le résumé des actions 2018 à proprement parler, j'ai tenu à ce qu'on présente immédiatement les nouveautés 2018. Je crois que c'était plus intéressant de capter votre intérêt et votre attention sur ces nouveautés 2018 qui prouvent qu'on a effectivement une association très dynamique, hein, et qui essaye à chaque fois de se positionner dans l'actualité en fait, hein, et une actualité ô combien difficile, on le sait mutuellement, n'est-ce pas? Vous remarquerez au passage notamment qu'on a changé notre logo. Donc, je passerai assez rapidement là-dessus. Ce qui nous pensions devoir moderniser ce logo pour illustrer notre devise de réseau national et justement, j'allais dire, d'association qui fasse passerelle entre les différents acteurs de notre domaine patrimonial et de l'environnement d'une manière générale. Donc c'est l'image du pont, là on parle, et vous l'avez vu par ailleurs, qui crée ce lien d'ensemble et qui donc transcrit ainsi nos volontés de corps intermédiaires. En fait, hein, on parle souvent de corps intermédiaires aujourd'hui. Alors ensuite, nous avons également contribué, mais comme d'habitude, j'allais dire, aux journées du patrimoine de pays et des moulins, dont on a longtemps, je crois, dans la salle. Mais ce qui a changé, ce qui a évolué, c'est qu'on a eu quand même l'avantage d'un parrainage de Jean-Pierre Pernaut, que tout le monde connaît ici pour son action constante quand même en faveur du patrimoine, notamment via le journal télévisé sur TF1, je crois, de 13h, avec ses nombreuses actions. Moi, je me souviens effectivement sur les villages, les SOS Villages notamment, mais il y en a bien d'autres encore, sur les lieux touristiques emblématiques, etc. Et donc, Jean-Pierre Pernaut a parrainé cette année 2018 les journées du patrimoine des pays et des moulins à la Bergerie nationale de Rambouillet. Donc, c'était le 16 juin 2018 pour une célébration de cette nouvelle édition. Ensuite, sautons un peu du coq à l'âne, mais tout cela, ça fait partie du même souci de communication. Nous avons intensifié la publication de notre revue Patrimoine Environnement, qui jusqu'à présent sortait à peu près à 2000 exemplaires et qui, du coup, a été doublée dans son tirage, grâce notamment au concours de la compagnie immobilière de restauration qui a donné quelques contributions en la matière. Et c'est vrai que cette publication est extrêmement, prisée, effectivement, de la plupart de nos interlocuteurs. Ces publications sont lues vraiment par nos différents relais, j'allais dire, par les administrations, etc. D'ailleurs, effectivement, c'est l'ensemble à la fois des adhérents, mais aussi des administrations et autres associations d'élus, collectivités, qui sont destinataires, effectivement, de cette revue, et notamment de la revue annuelle, puisque j'y reviendrai très rapidement, la revue annuelle Patrimoine Environnement consacrée dorénavant à certaines thématiques, en fait. Et j'y reviendrai. Ensuite, comme l'a souligné Alain de la Bretèche,
fameuse commission qui remplace les anciennes CRPS, pour ceux qui savent, et les commissions des objets mobiliers également, par regroupement. Donc tout cela issu de la loi LCAP, la fameuse loi LCAP, dans laquelle il y a une nouveauté quand même qui mérite d'être soulignée, c'est qu'il y a dorénavant un collège des associations au sein de ces commissions. Avant, il n'y avait que des personnes qualifiées, au-delà par rapport aux élus et par rapport effectivement aux membres d'administration, aux représentants d'administration. Dorénavant, il y a un collège des associations au sein de ces commissions, que ce soit d'ailleurs au niveau des commissions régionales ou de la commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Et c'est donc très important que nous y siégions effectivement d'une manière permanente, en quelque sorte, de manière à jouer notre rôle de bouche du coche, par rapport à tout ce qui s'y prête. Et donc nous avons organisé une journée de formation l'année dernière à destination de l'ensemble de nos représentants, et ils sont nombreux, pratiquement partout, je crois, peu de choses près, dans l'ensemble des commissions régionales du patrimoine et de l'architecture, pour les initier un petit peu à ces nouvelles pratiques, à la pratique des commissions régionales du patrimoine et de l'architecture. Et cette formation a été collée par notamment Pascal Blanchet, qui est un juriste émérite, que vous connaissez bien, et qui est très spécialisé dans le domaine du patrimoine, et votre serviteur. Également, on a nouvellement participé et soutenu la nuit des églises. On connaît la très très grande difficulté dans laquelle sont aujourd'hui le patrimoine religieux, j'allais dire, parce que sans compter les églises seulement, mais le patrimoine religieux dans notre pays. Et il y a eu, grâce notamment à Benoît de Sagazan, des contacts beaucoup plus renforcés, notamment avec l'épiscopat, etc., de manière à contribuer ensemble effectivement à la promotion de ce patrimoine, malheureusement en déshérence pour une partie, et avec toutes les difficultés. Le commissaire enquêteur, d'ailleurs, entre parenthèses, un certain nombre de champs en fait, publics, et donc nous sommes très très vigilants, parce qu'il le faut, personne ne sera à notre place, je crois, sur ces questions de progression ou de régression, justement, du domaine du patrimoine. Donc, au-delà de cela, bien évidemment, nous avons une assistance juridique permanente qui est notamment exercée au sein de l'équipe d'animation de la Laurence de Boise. Je vous salue et je vous remercie. Et moi-même, j'y participe aussi, notamment compte tenu de mon expérience, n'est-ce pas? C'est une assistance juridique qui fait l'objet de 70 demandes, par exemple, en 2018, ça fait l'objet de 70 demandes de consultation. Le % est dans le domaine de l'environnement à 19%. Après, il y a deux domaines particuliers. Il y a celui de l'éolien, bien évidemment, et il y a celui des églises dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc nous avons eu par exemple à traiter, à initier ou à contribuer à 10 recours en 2018. Alors je ne fais que énoncer, mais vous aurez effectivement un peu le détail, je n'ai pas le temps ici de développer dans le document papier. En fait notamment qu'on avait soi-disant pas d'assises locales effectives, et que donc on n'avait pas d'intérêt direct à agir quelque part. Je ne me trompe pas sur ce point-là. Et donc, heureusement, on regagne quand même un petit peu sur cette question-là, notamment dans la mesure où on a reçu l'agrément des ministères concernés. Donc on est un peu plus à l'aise aujourd'hui, mais la bataille, je crois, n'est pas gagnée. Donc recours contre un projet immobilier à Louvciennes, on a parlé d'un petit peu de tout cela. Recours contre également un projet immobilier jouxtant la roseraie de l'Aïle-les-Roses. Voilà. Un recours pour préserver la place de l'abreuvoir de Marie-Leroy. Un recours contre la déviation routière de Bénac, et on sait les difficultés dans lesquelles on a été commis, si je puis dire,
par rapport au président départemental, de l'Assemblée départementale, qui a joué un peu les forcenés en la matière, en voulant à tout prix réaliser une déviation en plein espace protégé, et protégé de multiples manières, hein, que ce soit au niveau des monuments historiques et de leurs abords, des sites, de Natura 2000, des biotopes, j'en passe et des meilleurs en fait. Hein, et donc malgré cela, le maire a tendance à dire « je persiste ». Et si, on en parle à juste titre parce qu'hier on a essayé de quitter la capitale dans des embarras, mais infernaux, hein, donc on a mis plus d'1 heure notamment, donc ceci prouve cela quand même quelque part. Et bien évidemment, on a déposé des recours contre l'éolien. Ça ne veut pas dire qu'on soit contre absolument l'éolien, ça veut dire qu'on ne peut pas le faire, on ne devrait pas pouvoir le faire dans n'importe quelle condition. Voilà la nuance. Et sans oublier les autres types d'énergie renouvelables. Donc on a fait un recours contre le schéma régional éolien de Bretagne, un recours contre le projet d'implantation de 6 éoliennes à Épuisé dans le Loir-et-Cher, un recours contre le projet éolien Vent-de-Loire dans la Nièvre. Ça fleurit, on le sait très très bien aujourd'hui, d'une manière assez intense, si je puis dire. Donc voilà à peu près, bon, c'est très très résumé, je vous dis, vous avez le développement de ces contentieux dans votre document papier. Alors, nous avons, c'est bon, nous avons également participé et activement, et nous avons organisé, comme d'habitude, les journées juridiques du patrimoine. Manifestation extrêmement suivie, puisqu'elle a rassemblé, par exemple, en 2018, 300 participants. Le thème cette année 2018 était, et en fait c'est une boutade un petit peu issue des propos de notre président de la République, n'est-ce pas, le patrimoine, il l'a dit, le patrimoine fait partie du cœur politique de la nation, et en même temps, parce que compte tenu du constat de tout ce qui se passe actuellement, et qui va à l'encontre effectivement de la protection du patrimoine, on peut tout de même se poser quelques questions, n'est-ce pas? Et donc, c'est une journée juridique qui est extrêmement prisée également, hein, du patrimoine, et qui a été l'occasion en plus, et on nous en a fait l'honneur, d'avoir la participation de la garde des Sceaux, qui a remis le prix Pierre-Laurent Frier, hein, pour la distinction de contributions universitaires tout à fait remarquables. Cette année, ces 2 contributions ont été les musées de France à l'heure de la métropolisation et l'infraction de blanchiment, et c'est très large, sur le marché de l'art. Et ça peut être toutes sortes de sujets qui ont trait au patrimoine d'une manière générale. Alors, ces journées juridiques du patrimoine, on a quand même le partenariat avec le ministère de la Culture, n'est-ce pas? On a le partenariat également avec la compagnie immobilière de restauration, le journal spécial des sociétés, les maisons de vente à Richelieu et l'école de formation du barreau. Ensuite, on organise effectivement des ateliers, cette fois-ci thématiques, précis, en région. Il y en a eu 2 en région en 2018. L'un d'organiser un lectour dans le Gers, donc les 15 et 16 juin, lectour qui d'ailleurs a un maire tout à fait remarquable en France, Monsieur Jacques Duclos, non, Gérard Duclos, qui est très très dynamique en matière de patrimoine, qui d'ailleurs s'est constitué récemment un secteur sauvegardé sur la ville de Lectoure. Et donc le thème de cet atelier a porté sur les remparts de ville. C'est une difficulté constante que celle de la protection et de la mise en valeur, de la réflexion
des remparts, dont on ne sait pas en fait souvent à qui ils appartiennent, tout simplement. Et donc on a eu une réflexion très très approfondie là-dessus, dont on n'a pas conclu d'ailleurs complètement. J'en profite pour remercier notre stagiaire du moment, qui est par là d'ailleurs, je crois, et qui est en train de travailler pour nous proposer des modifications intéressantes sur le plan législatif qui concernent les remparts. Donc, l'engagement que nous avions pris de sortir quelque chose pour ensuite le transmettre au Sénat, à la commission de la culture, qui a fait une proposition de loi sénatoriale là-dessus, est en train d'avancer grâce aux jeunes gens qui travaillent à Patrimoine Environnement et grâce en particulier à notre stagiaire que je remercie au passage. Bon, alors on me signale d'aller un peu plus vite, excusez-moi. Et il y a eu un autre atelier qui s'est déroulé, c'est à Toulouse, je crois, sur marcher et guérir, pour guérir, pardon, à l'occasion du 20e anniversaire d'inscription des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, voilà, à l'UNESCO. On a également continué notre coopération avec la plateforme de financement participatif d'Artagnan. Cette année 2018 a permis de collecter 150 000 € de contributions. 14 projets en ont bénéficié, avec une augmentation assez conséquente de contributeurs, puisque de 700 en 2017, on est passé à plus de 1000 en 2018. Les journées du patrimoine des pays et des moulins, j'en ai parlé, je n'en reparle pas, pardon, parce que le temps malheureusement presse. Donc la nouveauté, c'est le parrainage de Jean-Pierre Pernaut. Le thème, donc ça a rassemblé 120 000 visiteurs, environ 1000 animations ont été effectivement offertes. De nouveaux partenariats ont été notamment contractés avec le commissariat général à l'égalité des territoires. Et le thème 2019, alors qu'il était sur l'animal et l'homme en 2018, portera sur naturellement durable. Nous avons également contribué au concours des entrées de ville en partenariat avec notre autre association Cités et Cités, partenaire Cités et Cités remarquables de France, le ministère de la Culture et le ministère de la Transition écologique et solidaire, qui s'occupe de l'urbanisme en l'occurrence, dont la 15e édition s'est faite et a permis la remise de deux primes en fait. L'un sur la ville de, alors je ne connais pas, Chorges, et l'autre à la ville de Cantonay-Épinard dans le 49. Voilà. Donc cette manifestation a eu lieu au Salon des Maréchaux, tout de même, au siège du ministère de la Culture. Nous œuvrons beaucoup également dans le domaine scolaire. Et ça, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est très important, d'initier nos jeunes, effectivement, au patrimoine et de leur donner le goût du respect, de la protection et de la mise en valeur du patrimoine. Et donc, il y a eu un concours scolaire, comme d'habitude, organisé sur le meilleur petit journal du patrimoine, qui a donc récompensé un certain nombre de collèges, notamment, un peu partout d'ailleurs, effectivement, en France. Le thème 2019 sera celui du patrimoine de l'eau, de ses usages et des mémoires qui lui sont attachés. Nous avons après également comme autre activité sur le thème sensibiliser, éduquer, transmettre, qui sont nos voyages. Alors là, je laisserai un tout petit peu la parole ensuite à Éric Dutot qui souhaite intervenir. Merci. Oui, puisqu'on parle de voyage, nous en sommes à notre 8e voyage en 2019. Nous avons commencé il y a quelques années. Comme le disait mon voisin dans Dominique, nous avons fait 3 fois en Italie, 2 fois à Rome, 1 fois à Gênes, ce qu'on appelle les Chipéquérés. Nous sommes allés à Brésil, nous sommes allés en Andalousie pour visiter Séville et Cordoue. Nous sommes allés à Lisbonne, l'an dernier, comme
vous l'avez signalé, en Angleterre, à Pondberry, à l'initiative du président qui voulait voir un peu ce qu'avait fait, quelles étaient les réalisations faites par le prince Charles. C'était très intéressant d'un point de vue architectural et aussi d'un point de vue humain, parce qu'on a vu effectivement un village entièrement nouveau. C'était effectivement un succès, de très nombreux. Et cette année, comme le disait donc Dominique, nous serons à Malte du 20 au 29 septembre. Du reste, ce voyage est complet. Je vais vous l'annoncer, mais déjà nous limitons à une trentaine de participants, parce qu'après ça devient ingérable et on risque de perdre les gens dans les vieilles rues, dans les ruelles de ces vieilles villes. Donc Malte, c'est complet. Par contre, notre objectif, c'est de faire tous les ans un voyage, comme on l'avait signalé à l'instant, un voyage peut-être ou deux dans une province française, grâce à notre réseau de délégués. Aujourd'hui, c'est donc la Bourgogne, l'Assemblée générale, et puis un voyage à l'étranger. Donc 2019, c'est Malte, c'est complet. Par contre, j'organise donc en Touraine, qui est ma région natale, un voyage consacré aux jardins. Certains sont des jardins privés, qui seront reçus par les propriétaires, d'autres sont des jardins publics. Nous commençons par le Festival des jardins à Chaumont. Nous irons ensuite en apothéose, pour terminer, c'est un déjeuner à Villandry, c'est un jardin public bien sûr, et privé à la fois. Ils sont reçus par son propriétaire Carvalho. Donc ça, c'est donc du 14, 15 et 16 juin prochain. Et je me permets d'insister parce que j'avais dit 30 personnes, nous sommes 25 pour l'instant. Donc là, il me reste encore 5 places. Donc si certains d'entre vous sont intéressés, surtout qu'ils viennent me voir, qu'ils viennent voir Étienne Masson. Et il faut que nous arrivions à boucler parce que j'ai fait des réservations hier. Vous savez, c'est toujours un peu compliqué de voir se désister. Les 30, c'est un bon chiffre. Donc il nous reste encore 5 places. Voulez-vous, Alain, que je dise un mot, puisque on se souvient tout à l'heure sur l'argumentation. Alors, depuis quelques années, je change de sujet. Je représente Patrimoine Environnement, enfin, j'ai cette responsabilité au sein d'une commission extrêmement importante qui s'appelle la CSSPP. Bon, je vous fais grâce des acronymes. La CSSPP veut dire la Commission supérieure des sites, paysages et perspectives. Donc, ça dépend du ministère de l'Environnement et de l'Écologie. Nous avions du reste des réunions du temps de Ségolène Royal qui se passaient donc au ministère de l'Environnement, c'était sympathique. Maintenant, avec M. Drugy, il faut aller à la cour Séquoia, à la tour Séquoia, donc la Défense, c'est moins sympathique. Mais c'est 8 à 10 fois par an et c'est très intéressant. Et je crois que c'est une chance pour Patrimoine Environnement parce qu'il y a beaucoup d'appels venus. Bon. En quoi ça consiste? Alors, puisque nous parlons des sites classés, et donc nous sommes là, vous savez que les sites inscrits, c'est du recours des commissions départementales, qu'on appelle les commissions départementales à la nature, paysage et sites, et les sites classés, un peu à l'exemple des monuments, ça remonte directement à Paris, donc au ministère. Donc nous avons environ 800 dossiers par an, et du reste, j'ai eu la grande surprise et la grande déception de voir qu'un site classé, et même quand il devient un grand site de France, qui est la cerise sur le gâteau, c'est une reconnaissance, le grand site de France, c'est ce qui se fait de mieux, et bien même un grand site de France n'est pas à l'abri d'un parc éolien. Donc vous pouvez très bien un jour ou l'autre, on vous dit, écoutez, là il y a un promoteur, et donc il faut se battre au coup par an, soit comme pour les départements. Alors, tout à l'heure, notre président, Alain Labrotèche, parlait effectivement de ces décentralisations. C'était une question intéressante. Et nous sommes en plein dans le vif du sujet. Vous avez peut-être lu dans le Figaro du 5 avril, siège de cette commission dans laquelle j'appartiens également, donc Alexandre Gatti, qui est un garçon très médiatique, un excellent président de son association qui s'appelle ASPEF, qui s'appelle maintenant Cité Monuments, et je cite du Figaro par Gatti, les paysages exceptionnels et classés bientôt sous la menace des promoteurs. Bon. Alors ça, ce serait effectivement la grande crainte de la décentralisation, parce que sur les environ 800 projets qui remontent à Paris, non pas pour classer, mais si vous voulez ensuite pour faire des travaux dans les sites classés. Ça doit remonter donc à Paris au ministère. Il y a environ il y a un tiers qui remonte à Paris, qui sont les travaux les plus importants,
un tiers des dossiers, et puis 2 tiers qui sont pas traités localement au sein du département. Alors, effectivement, la décentralisation, c'est synthétique, on dit que personne ne connaît mieux le sujet et les lieux que les gens qui y habitent, je comprends très bien. Bon. Mais je suis d'accord, pour une fois, parce que bon, Gadi est un garçon qui a un caractère très entier et pas très précis. Je suis tout à fait d'accord avec Gadi en disant que nous sommes sur la menace des promoteurs, parce qu'au sein des commissions départementales, auxquelles j'appartiens également pour la Valois, en ce qui me concerne, nous avons, j'allais dire des pressions, le mot est un peu excessif, mais ça revient un peu à ça quand même. Si vous voulez, dans ces commissions, on est des élus. Il y a beaucoup d'élus, donc les locaux bien sûr, et vous avez dans ces projets d'aménagement dans les grands sites, ce sont souvent des projets hôteliers. Par exemple, on se dit effectivement le site est exceptionnel, il faut que les gens en profitent, il faut qu'ils puissent habiter sur place. Donc, hôtelier. Vous avez des projets de parcs sanitaires, par exemple. Parcs sanitaires, c'est énorme, etc. Des parkings, tout cela. Bon. Et au sein aussi, comme le veut le gouvernement actuel, que ça redescende au niveau du département, dans les commissions départementales, comme je le répète, il y a des élus locaux qui sont eux aussi sujets à des pressions parce que, effectivement, qui dit construction, qui dit hôtellerie, dit emploi. Il y aura des emplois. Et s'il y a des emplois, il y aura également des taxes, d'anciennes taxes professionnelles, du moins taxes foncières. C'est pour ça que nous souhaitons vivement que ces décisions de travaux, de grands travaux dans les grands sites de France, et ça c'est à l'unanimité ce qu'on appelle les personnes qualifiées, donc nous sommes 8 personnes qualifiées, 10 qualifiées au sein de cette commission, que ça remonte à Paris, et que ce ne soit pas décentralisé pour une fois, parce que la décentralisation est du bon, mais il y a quand même des limites à tout. Pour toute raison, ça remonte à Paris. Je termine juste en disant que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Ces personnes qualifiées, si vous voulez, elles viennent de différents horizons. Moi donc, c'est un peu mon environnement, d'autres ce sont des architectes paysagistes, enfin il y a un peu de tout. Et il n'y a pas, effectivement, de représentants, vraiment de collègues d'associations. Alors peut-être que ce serait une demande à formuler, parce qu'effectivement, moi j'entame mon 2e mandat, ça fait donc 5 ou 6 ans, je ne sais pas si je vais me retrouver encore une fois, je le souhaite, parce que c'est intéressant, mais je me sens qualifié vraiment sans l'être. On m'a dit, Léon Latine, pas nécessaire, donc Alain, m'avait dit tu voteras avec ta sensibilité. Alors bon, je n'ai pas fait d'études d'architecte, mais je reconnais que c'est assez intéressant quand même, parce que quelquefois, je pense au Marion de Val-de-Loire, patrimoine de l'UNESCO, eh bien, on est sensible au paysage, on est sensible à ce que nous montre. Donc, voilà. Alors, j'arrête là, parce qu'on me dit que c'est très bien. Merci beaucoup. Je ne vais prendre que 2 minutes sur ce qui suit, parce que je n'avais pas terminé mon exposition. On a organisé aussi beaucoup de visites guidées également, et c'est nos délégués la plupart du temps qui s'en occupent. Notamment, il y a eu la délégation Île-de-France a organisé le trophée de l'Allure, effectivement, qui récompense chaque année le groupe de visite le plus actif à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Il y a eu 25 groupes de visite en 2018, 1200 à 1400 participants. C'est pour dire quand même l'intérêt qui est porté. Et enfin, dans les derniers éléments, alors je ne vais pas reparler de la revue dont j'ai parlé effectivement, mais on n'a pas que cette revue annuelle, on a également des éditions trimestrielles, et comme vous le savez, vous la recevez systématiquement, les fameuses newsletters, si je puis dire, dans le langage actuel, qui sont les lettres d'information numérique que vous recevez tous les 15 jours, et qui donnent vraiment l'actualité brûlante, j'allais dire presque, de notre domaine. Il faut quand même savoir que, par exemple, il y a 49 500 abonnés à cette newsletter, c'est quand même pas rien, je crois qu'il faut le signaler. On est également sur le site internet, bien évidemment, et donc on a 12 000 visites par mois sur notre site internet. Également, on donne, si je puis dire, dans les réseaux sociaux, parce que maintenant c'est notre société actuelle qui le veut, et il faut y contribuer, bien évidemment. On est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur LinkedIn. Voilà, on a
Salon international du patrimoine culturel sur lequel on tient régulièrement un stand, bien évidemment, avec cette fois-ci la contribution de Stéphane Bern. Il faut médiatiser au maximum. Le thème qui est prévu pour 2019 serait le futur en héritage. Et je termine par cela. Merci beaucoup, Dominique. Je sais qu'on est en retard, mais je sais aussi que l'exercice du secrétaire général pour résumer tout ce qu'on fait, ça nous fait quand même plaisir de l'entendre, tout ce qu'on fait, n'est pas très facile. Donc, pour lui, c'est une première. Donc, bravo pour ça. Alors, nous passons maintenant au rapport financier. Je vous rappelle que nous devons avoir un rapport sur les comptes de l'année 2018, la présentation du budget 2019 et la présentation d'une cotisation qui va avec. La parole est à Dominique Séville, trésorière. Alors, ces messieurs m'ayant laissé très peu de temps, on va le faire rapide. Vous avez dans votre dossier donc le bilan, le compte de résultat ainsi que le budget prévisionnel. Donc, je vais simplement vous attirer votre attention sur quelques points. La baisse de nos dépenses est importante parce que ça nous permet d'arriver pratiquement à l'équilibre cette année puisque nous sommes en déficit que de 8 800 € par rapport à l'année dernière qui était de 78 000. Bravo. Donc, comme je le disais, c'était dû à la baisse de nos dépenses d'environ 5%, mais aussi une campagne de dons que nous avons lancée et l'augmentation de notre projet, de nos projets de financement participatif que nous soutenons avec notre partenaire D'Artagnan, qui nous ont dégagé 17 000 € de bénéfices. Je pense que ça, c'est essentiel pour la suite à développer. C'est des ressources dont on ne peut pas se passer. Voilà, je fais très rapide et je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis obligé, parce que c'est statutaire, de vous dire que Madame Réjeanne Camarec, expert comptable de l'association, nous a écrit le 14 mars que, je cite la phrase importante, nous n'avons relevé aucun élément mettant en cause la sincérité de l'image financière fournie. Et donc, nous ne sommes pas tenus, compte tenu de nos chiffres, à avoir un commissaire au compte, mais donc le propos du expert comptable est important. Et comme vous le voyez, il nous donne son satisfecit. Alors, nous allons pouvoir maintenant passer au vote des rapports. Je commence par oui. Dans le budget prévisionnel 2019, il n'y a pas d'augmentation des cotisations. Tout le monde ne le fait pas. Hier, à la COFAC, j'ai voté une augmentation de 1,1 l'inflation. Et nous, il n'y a même pas l'inflation. Alors, premier point sur le rapport moral. Qui s'abstient sur le rapport moral? Qui est contre? Donc, je vous remercie. Ce rapport est voté à l'unanimité. S'agissant du rapport d'activité, qui s'abstient? Qui est contre? Il est adopté. Sur le rapport du trésorier, qui s'abstient? Qui est contre? Il est adopté. Sur le budget prévisionnel, qui s'abstient? Qui est contre? Il est adopté. Sur les cotisations qui sont reconduites, qui s'abstient? Qui est contre? Il est adopté.
qui vote maintenant le quitus au président et au trésorier pour l'exercice 2018. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Mais je vous remercie, mesdames et messieurs. Voilà, nous sommes heureux, au nom de l'ensemble du bureau, je vous le dis, de votre adhésion, de nos actions et de votre soutien. Alors, avant de passer aux élections des administrateurs nouveaux ou anciens, je voudrais évidemment, il ne faut pas ne pas remercier chaleureusement notre équipe des salariés. Alors, Anne, qui nous écoute de loin, d'un ailleurs où elle est en train d'attendre son bébé, mais Étienne Gasson, qui la remplace pendant qu'elle n'est pas là, et qui a fait, comme vous l'avez vu, un travail tout à fait extraordinaire. C'est pas évident de se mettre derrière le bureau de quelqu'un comme Anne, et il fait ça vraiment très bien. Donc, bravo, Étienne. Je voudrais aussi dire à Laurence Devoise que sans elle, je ne sais pas bien comment le faire. Elle est toujours disponible. Et puis nous avons Chloé qui a remplacé Étienne Masson, qui est le chef musical, comme webmaster. Et là aussi, je suis toujours émerveillé de voir un jeune garçon, une jeune fille arriver, se mettre dans la peau du webmaster de patrimoine environnement, de rester 8 mois, de rester 8-10 jours avec son prédécesseur et se lancer là-dedans comme s'il avait fait toute sa vie. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Et on a eu l'excellent, à commencer par Noémie, qui est quelque part maintenant qui est parmi nous comme administrateur. Mais avec Chloé, ça marche comme d'habitude, c'est formidable. Et donc, il reste lui, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Là aussi, vous savez, il faut se réjouir de cette capacité qu'on a, quand on est jeune, à faire des choses qui sont de la qualité de ce que nous n'aurions pas fait. En particulier, de se mettre à un travail juridique comme ce qu'on fait en ce moment sur les murailles des villes et essayer de trouver des choses qui sont d'un niveau juridique que je trouve vraiment très très intéressant. Et donc, merci aussi. Voilà. Alors, il me reste encore, c'est d'ailleurs un service de transition, à faire des remerciements à notre trésorière. Claudine Séby a décidé que ce serait son dernier rapport financier. Et parce que c'est un temps pour tout, et que les fleurs sont belles, je le disais tout à l'heure, et les lilas, et que donc elle avait fait sa force parmi nous. Alors je dois dire que l'histoire de Claudine est quand même pour nous assez particulière, parce qu'elle est entrée chez nous comme bénévole, comme voisine d'ailleurs. Elle habitait pas loin de notre siège rue du Borrego. Elle a vu qu'il y avait de la lumière, elle est entrée, on lui a mis la main dessus. Et elle a commencé par faire bénévolement des travaux montables importants. Et puis petit à petit, elle est devenue notre trésorière officielle. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'elle fait à la fois le travail de comptabilité de base et puis la synthèse de tout ça, et un soin tout à fait particulier à essayer de faire baisser nos charges. J'avais dit en prenant la présidence de cette organisation qu'on serait à l'équilibre, à quelques dizaines d'euros près, nous sommes à l'équilibre. Nous le
de la trésorière. Je dois dire aussi que Claudine a assumé ces 2 dernières années, et de plus en plus, parce que Claire Rossillon s'éloignait progressivement, la présidence, la mise en œuvre, etc., du concours du petit journal, qui a été transformé pendant son mandat pour en faire quelque chose de plus régional. Et ça marche bien, je crois. Et Claudine laisse là une tâche qu'il va falloir, pour laquelle il va falloir trouver un ou une titulaire. S'il y a parmi vous des gens qui s'intéressent, n'hésitez pas à me le dire, parce que pour l'instant, la réflexion est ouverte. Mais enfin voilà. Alors, le dévouement de Claudine va jusqu'à nous dire qu'elle va continuer, et je fais un peu en télétravail, comme on dit maintenant, chez elle, à faire des passations d'écriture pour nous rendre service. Et donc, pour tout cela, allez, on va écrire un petit standing de Nous avons un tiers sortant, comme on dit, et dans le tiers sortant, les administrateurs suivants ont souhaité solliciter le renouvellement de leur mandat. Il s'agit de Claude Birenbaum, je peux lever, pour les gens qui ne connaissent pas. Claude Birenbaum est président de Plateforme, une association, une sorte de coordination parisienne, qui réunit 17 associations, je crois, aujourd'hui. Marie-Josée Deblic, qui n'est pas là, mais qui manage les groupes de visite de la région parisienne, dont on vous a dit tout à l'heure ce qui passait dans le rapport d'activité. Et Marie-Josée Deblic a pris la suite de Marie-Suzanne Laurenti dans ce rôle-là, et elle l'assume fort bien. Avec à ses côtés Françoise Bodoni-Borgo, qui lui donne un bon coup de main, notamment sur certains aspects comptables, qui sont toujours un peu délicats. Voilà. Et sur. Elle organise tous les ans ce trophée de patrimoine environnement qui a lieu désormais, ça a l'air d'être bien établi, à la mairie du 16e. Il y a toujours beaucoup de monde. C'est moi sûr maintenant. Bon. Voilà. Emmanuel de Calan, qui est notre délégué dans la région Grand Est, Haute-France. Baudouin Capel, qui fut notre secrétaire général, qui reste au conseil, il est resté, singulièrement un breton. Éric Buteau, dont j'ai à peine besoin de vous le présenter, puisque vous savez tout ce qu'il fait. Je le remercie chaleureusement pour tout ce qu'il fait pour les voyages. Et puis, c'est vraiment important qu'il nous a rappelé tout à l'heure. C'est quand même des éléments majeurs de notre maîtrise de ces affaires-là. Et j'en profite, puisqu'on parle des voyages, pour remercier spécialement notre ami Thierry Flaubert, qui est toujours dans le fond de la salle, et qui nous avait organisé un très beau voyage en Champagne. Donc on espère toujours qu'il a retrouvé ses clés, parce que il les avait perdues. Dans la liste, ensuite, il y a votre serviteur qui vous propose le renouvellement de son mandat également. Et je me permets de vous rappeler ce que j'avais dit il y a maintenant 2 ans, et que pour ce qui était de la présidence de Patrimoine Environnement, je me donnais 3 ans. Il y en a déjà 2 de passés, donc il va bien falloir envisager sérieusement de me trouver un successeur.
Et il y a des gens qui font ça très bien, Jean de Lamberty par exemple, qui est un successeur remarquable, jeune et tout, et j'aimerais bien qu'on puisse en faire autant un patrimoine environnemental. Bertrand Perret, qui a pris la parole tout à l'heure et qui habite Pau, mais qui est très souvent à Paris, et qui est sur tous les dossiers fiscaux, centres urbains, etc., qui nous aide beaucoup dans ce domaine, et qui reste sa passion, alors qu'il a exercé longtemps sous une autre casquette. Et Jean-François Valin, qui est le président, rappelez-moi le nom du changement de l'association, ça a changé. C'est le patrimoine des cadres de vie Dourdan. Voilà, de Dourdan. À Pavie, en Rochelle. Voilà. Alors, l'administrateur-là vous demande, si vous le voulez bien, de renouveler leur mandat. Il y en a deux qui ne le demandent pas. Il y a la pauvre Elisabeth, évidemment, et il y a Jean-Pierre Badi qui m'a fait savoir qu'il s'estimait dépassé par le limite d'âge plus, que le moment était venu pour lui de se retirer. J'en profite pour dire aussi, pour que ça soit indiqué dans notre procès verbal, que Jean-Pierre Badi, qui a été directeur du patrimoine, conseiller maître à la Cour des comptes, a été quelqu'un qui a fait des choses extrêmement intéressantes, et je me rappelle plus particulièrement il avait été chargé d'un des rapports sur le patrimoine, à l'époque où j'étais moi président des journées juridiques du patrimoine, et je me rappelle qu'il était venu avec tout son groupe de travail, assister à l'ensemble de la journée cette année-là, et il avait repris beaucoup des idées qu'on avait formulées. Et puis il y a aussi un rapport qu'il a fait, et que je reconnais, mais c'est pas fini parce que de temps en temps la presse en parle, sur la gestion du mobilier national. C'est lui qui a commencé par compter toutes les petites cuillères que les gens avaient emmenées en quittant leur ministère. Et moi, je trouve ça un peu épuisant. Enfin, il semble que ce soit une réalité contre laquelle il faut lutter. Alors, nous ne sommes pas obligés de compléter aujourd'hui entièrement le conseil d'administration, mais j'avais pensé que pour remplacer un conseiller maître à la Cour des comptes, ce n'était pas une mauvaise idée de trouver un autre conseiller maître à la Cour des comptes. Monsieur Blanchard-Dignac, qui est le président de l'association qui s'occupe du bois de Boulogne, vous savez, à Paris, a cette qualité, il est conseiller maître à la Cour des comptes, et il a eu dans le passé des fonctions importantes, il a été en particulier directeur général de la Française des Jeux. Il avait été détaché par son administration. Monsieur Blanchard-Dignac, que j'ai contacté, m'a dit que ça m'intéressait beaucoup, mais qu'il fallait faire une démarche qu'il n'a pas encore faite, c'est qu'étant toujours pour un an magistrat à la Cour des comptes, il doit obtenir l'autorisation de sa présidente de chambre, d'autant que la chambre à laquelle il est affecté s'occupe de patrimoine. Par exemple, en ce moment, il contrôle la Philharmonie. Donc il faut qu'il ait cette confirmation. Il pense qu'il n'y aura pas de problème. Enfin, il ne posera officiellement sa candidature que quand il aura l'accord de la présidente de la chambre dont il dépend. Et après, dans un an, il prendra sa retraite et j'espère qu'il vous accompagnera longtemps. Donc, je ne vous demande pas de donner vos voix à M. Blanchard-Dignac pour laisser son poste vacant, de même que celui de Lilibet, parce que les circonstances ont fait qu'on n'a pas eu le temps de réfléchir à la manière de la représenter. J'aimerais pour ma part que ça soit quelqu'un qui soit issu des vieilles maisons françaises, si c'est possible. J'ai quelques idées là-dessus, que je ne vous dis pas aujourd'hui, mais donc on va probablement devoir faire
comme c'est prévu par les statuts, une cooptation en cours, et puis ensuite on vous demandera de la régulariser lors de la prochaine assemblée générale. Cela étant dit, est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui veulent se porter candidats à un poste de conseil d'administration? On n'a pas. Bien. Alors, dans ces conditions, on va... désolé, normalement, on devrait faire un bulletin secret. Dieu nous regarde, donc on va peut-être s'en passer. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous va? Mais vous êtes capable de jurer après qu'on a fait ça, bulletin secret. Bon, alors, est-ce que la liste que je vous rappelle, c'est celle-ci: Claude Birenbaum, Marie-Josée Deblic, Emmanuel de Calan, Baudouin Capel, Éric Buteau, Alain de la Bretèche, Bertrand Perret et Jean-François Valin. Est-ce qu'on peut considérer que vous renouvelez leur mandat? Oui. Des abstentions? Des voix contre? Merci beaucoup. Vous voyez qu'on peut gagner du temps. Alors, on le fera tout à l'heure, mais je voudrais aussi quand même, pour conclure cette matinée, remercier très chaleureusement Gérard Drexler et celle qu'il appelle son adjoint, alors que, n'est-ce pas, cher ami, qui mène la délégation de Bourgogne-Franche-Comté avec un dynamisme que je trouve formidable, et qui nous ont créé une assemblée générale de 2 jours supplémentaires. On ne va pas encore leur dire que c'est génial, parce que c'est normal. Mais en tout cas, vraiment, cette salle est très belle, les livres marchent, le petit déjeuner s'est très bien passé. La première table ronde, c'est quand même intéressant, parce que bon, donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas comme ça. Merci, cher Gérard, et merci à vous. Cher Président, merci pour ces chaudes paroles qui nous font très plaisir. Comme tout le monde ne le sait peut-être pas, je n'ai pas encore rejoint la CSP des jeunes inactifs hyperactifs. Pour l'instant, seulement mes qualificatifs me concernent, mais pour ce qui est de nos affaires, c'est de mon cœur. Or, pour le reste, je gagne ma vie au comité régional du tourisme désormais de Bourgogne-Franche-Comté. Auparavant, je sévissais déjà dans la seule Bourgogne, ça fait plus de 30 ans. Notre directrice, Sophie Ollier-Domas, aurait bien voulu nous rejoindre cet après-midi, mais je puis témoigner du fait qu'en parallèle du programme de notre après-midi, elle a 3 réunions successives, donc le clonage n'a pas fonctionné, elle n'est pas là. Mais elle m'a confié des petites choses pour le président, et pendant que j'y suis, je m'excuse aussi, je présente les excuses d'Arnaud Dury, le président de l'Agence départementale du tourisme de Saône-et-Loire, qui aurait bien voulu être là également, et qui souffre également de crise de réunionite aiguë. À la table du CRT Bourgogne-Franche-Comté.